Ce dernier chapitre, le chapitre 4, contient 6 questions quiz pour tester votre connaissance sur les matériels étudiés dans ce module. Question numéro 1. Une banque utilise les tranches de période suivantes dans son rapport de gap. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2010. La banque possède des actifs suivants sensibles à l'intérêt. Des placements overnight de 10 millions de dollars auprès d'autres institutions financières. Un prêt à taux fixe de 5 ans, amorti linéairement, enregistré le 1er juin 2007 avec un capital initial de 50 millions de dollars. Une obligation de trésor de 10 ans avec une valeur nominale de 100 millions de dollars achetée au pair à sa date d'émission le 1er mars 2000. Un prêt à taux variable de 3 ans, amorti linéairement, enregistré le 1er septembre 2009, avec un capital initial de 60 millions de dollars et payant Libor 6 mois plus 50 points de base. Un prêt hypothécaire de 10 ans à taux fixe, enregistré le 1er juin 2009, avec un capital initial de 100 millions de dollars. La banque s'attend à un remboursement prématuré de 10% annuellement du capital restant dû sur la durée du prêt. Le total des actifs dans les tranches de 1 jour à 3 mois, 3 mois à 1 an et supérieur à 2 ans sont les 4 réponses possibles. Solution de la question numéro 1. Nous insérons chacun des actifs dans le rapport du gap comme suit. 10 millions de dollars de placement overnight sont insérés dans la tranche overnight. Pour le prêt à taux fixe de 5 ans amorti linéairement, la maturité restante est de 2 ans et 5 mois. Et le capital restant dû est de 30 millions de dollars. Les 30 millions de dollars sont insérés comme suit. 10 millions de dollars dans 5 mois tombent dans la tranche de 3 mois à 1 an. 10 millions de dollars dans 1 an et 5 mois tombent dans la tranche de 1 an à 2 ans. Et 10 millions de dollars dans 2 ans et 5 mois tombent dans la tranche supérieure à 2 ans. Pour une obligation de trésor de 10 ans, avec une valeur nominale de 100 millions de dollars, achetée au pair à son émission le 1er mars 2000. La maturité restante est de 2 mois. Ainsi, la valeur nominale de 100 millions de dollars est insérée dans la tranche 1 jour à 3 mois. Le prêt à taux variable de 3 ans, amorti linéairement, enregistré le 1er septembre 2000, avec un capital initial de 60 millions de dollars et payant Libor 6 mois, plus 50 points de base,
est inséré selon sa date de réévaluation, qui est le 1er mars 2010, et donc dans la tranche de 1 jour à 3 mois. Le prêt hypothécaire de 10 ans à taux fixe est inséré selon sa maturité restante, qui est de 9 ans et 5 mois. Cependant, la banque anticipe des remboursements prématurés de 10% annuellement du capital restant dû sur la durée du prêt, qui sont pris en considération au cours de la préparation du rapport du GAP. Par conséquent, les 10 millions de dollars sont considérés arrivant à échéance dans 5 mois, sont donc insérés dans la tranche 3 mois à 1 an. Les 9 millions, qui est 10% du capital restant dû de 90 millions, dans 1 an et 5 mois, donc sont insérés dans la tranche de 1 an à 2 ans. Et le reste des 81 millions de dollars sont insérés dans la tranche supérieure à 2 ans. En agrégeant toutes les positions, nous obtenons le rapport du GAP suivant. Par conséquent, la réponse correcte est A. Question numéro 2. Supposons que la banque, dans la question numéro 1, a les éléments suivants du passif, qui sont sensibles au taux d'intérêt. Des dépôts du marché monétaire interbancaire de 10 millions de dollars, avec une maturité moyenne d'1 mois. Des certificats de dépôt de 6 mois de 50 millions de dollars, émis au pair le 1er décembre 2009. Une obligation à taux fixe de 5 ans émise au pair le 1er janvier 2009 avec une valeur nominale de 110 millions de dollars. Des dépôts à vue de 100 millions de dollars avec une portion de base estimée à 90% et une portion volatile de 10%. Les gaps cumulatifs en pourcentage du total des actifs pour les tranches de 1 jour à 3 mois, 3 mois à 1 an et supérieur à 2 ans sont les 4 réponses possibles. Solution de la question numéro 2. Nous insérons chaque élément du passif dans le rapport du GAP comme suit. Les dépôts du marché monétaire interbancaire de 10 millions de dollars sont insérés selon leur 1 mois d'échéance contractuelle, ce qui signifie dans la tranche 1 jour à 3 mois. Les certificats de dépôt de 6 mois de 50 millions de dollars sont traités similairement, puisqu'ils sont émis le 1er décembre. La maturité contractuelle tombe dans 5 mois, ce qui correspond à la tranche 3 mois à 1 an. L'obligation à taux fixe de 5 ans est insérée selon sa maturité restante, 4 ans dans ce cas, ce qui correspond à une tranche supérieure à 2 ans. Les dépôts à vue de 100 millions de dollars sont insérés selon l'hypothèse de la portion volatile ou de base. La portion volatile de 10%
est insérée dans la tranche de overnight et la portion de base, à 90%, est insérée dans la tranche supérieure à 2 ans. En agrégeant tous les éléments du passif, ceci nous donne Nous calculons maintenant les gaps cumulés et les gaps cumulés en pourcentage du total des actifs, en agrégeant les actifs et les passifs dans le même rapport comme suit. Les gaps cumulatifs en pourcentage du total des actifs pour les tranches 1 jour à 3 mois, 3 mois à 1 an et supérieurs à 2 ans sont les suivants: 50%, 40% et 10%. Par conséquent, la bonne réponse est C. Question numéro 3. En utilisant les données de la question numéro 2, on suppose que les limites des gaps cumulatifs de l'institution en pourcentage du total des actifs sont les suivants. Laquelle des stratégies suivantes assure le respect des limites? Solution de la question numéro 3. Nous procédons par inclure chacun de ces instruments dans le rapport de gap alternativement et calculons les gaps cumulatifs résultant en pourcentage du total des actifs. Voici le résultat si nous utilisons le FRA. Voici le résultat si nous utilisons le swap de taux d'intérêt de 5 ans payant un taux fixe. Voici le résultat si nous utilisons le swap de taux d'intérêt 5 ans recevant un taux fixe. Voici le résultat si nous utilisons l'IRS 3 ans recevant un taux fixe. Par conséquent, la bonne réponse est D. Question numéro 4. Supposons que la banque de la question numéro 3 a adopté la bonne stratégie et donc a fini avec les gaps suivants. En supposant que chaque montant de gap est réparti uniformément entre ces tranches de période, l'impact d'un accroissement de 100 points de base sur le revenu net d'intérêt anticipé de la banque au cours des 12 prochains mois, en utilisant la convention de nombre de jours actuelle sur 360, serait une des réponses suivantes. Solution de la question numéro 4. Puisque chaque montant de gap est réparti uniformément entre ces tranches de période, nous pouvons faire la moyenne et supposer une date de réévaluation tombant dans la tranche à mi-parcours.
Nous calculons maintenant l'impact du changement de 100 points de base sur le revenu net d'intérêt anticipé au cours des 12 prochains mois, selon la convention actuelle sur 360. Les seules tranches affectées sont celles se terminant dans la période de 12 mois. Le tableau suivant résume le calcul. Par conséquent, la bonne réponse est A. Question numéro 5. Considérons le bilan simplifié d'une banque. Les taux zéro coupon actuels, en utilisant la capitalisation semestrielle et la convention du nombre de jours actuel sur 360, sont comme suit. En supposant que la maturité à comportement maximal pour les actifs et les passifs est plafonnée pour 2 ans, la valeur du marché et la duration modifiée des capitaux sont une des possibilités suivantes. La feuille de calcul intitulée « Solution de la question 5 » montre les étapes nécessaires du calcul demandé. D'abord, nous calculons les cellules N3 jusqu'à N8. Les facteurs d'actualisation et les Libor Forward 6 mois à utiliser dans les étapes suivantes. La valeur du marché et la duration modifiée de chaque actif est calculée dans le tableau ci-dessus. La valeur du marché et la duration modifiée du total des actifs sont calculées dans les cellules Q18 et Q19. Nous répétons les mêmes calculs pour les passifs dans le troisième tableau pour obtenir finalement la valeur du marché et la duration modifiée pour le total des passifs apparaissant dans les cellules P29 et P30. La valeur du marché et la duration modifiée des capitaux propres sont programmées dans les cellules P33 et P34. Et révèlent les valeurs de 26 146 910 $ et moins 2,66. Par conséquent, la bonne réponse est A. Question numéro 6. En utilisant les mêmes données que la question numéro 5,
et en appliquant le modèle standardisé de Bâle, quelle sera la position nette pondérée du portefeuille bancaire? Voici les 4 possibilités. Évidemment, vous commencez par la feuille de calcul, bilan simple BRI, et vous faites des modifications appropriées plutôt que d'aller directement à la feuille de calcul, solution de Q6. La feuille de calcul intitulée Solution de question 6 établie pour les calculs nécessaires. Nous insérons les actifs dans l'échelle de maturité apparaissant dans les cellules J21 à O35. Chaque actif est inséré selon sa maturité de réévaluation. Nous faisons de même pour les passifs dans les cellules J38 à N52. Finalement, nous appliquons la méthodologie de Bâle en agrégeant les actifs et les passifs dans les cellules O4 à O16 puis en appliquant les facteurs d'actualisation stipulés dans les règles. La position nette pondérée du portefeuille bancaire est programmée dans la cellule P17 et révèle une valeur de moins 1 075 800 $. Par conséquent, la bonne réponse est C.